Confidence, c'est l'espace où les mots se déposent sans filtre, sans masque et avec sincérité. Aujourd'hui, nous recevons Sylvia qui vient nous partager son histoire. Traverser la PMA, le doute, la patience et trouver au bout du combat la vie. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Sylvia, bienvenue dans Confidence. Merci beaucoup de me recevoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Sylvia, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots qui tu es et ce qui t'anime dans la vie? Ok, alors, je suis une femme de bientôt 40 ans, mère d'une petite fille de bientôt 2 ans. Je suis également chef d'entreprise et ce qui m'anime dans la vie, c'est la transmission. Et donc, de manière générale, dans ce que je fais, que ce soit de manière personnelle ou professionnelle, c'est quelque chose qui me drive dans ce que je fais au quotidien, de pouvoir transmettre ce que je sais, donc mon savoir-faire, et aussi aider à valoriser la transmission des autres. Donc voilà. D'accord, donc ça, on te retrouve très présente dans ce côté professionnel là. C'est vrai. Super. Alors, tu es avec nous aujourd'hui pour nous raconter ton parcours, Oui, ton parcours de PMA. c'est ça. Avant de rentrer dans le sujet de la PMA, est-ce que tu peux nous décrire comment tu étais en tant que femme et comment tu te voyais en tant que maman avant d'entamer ce parcours de PMA? Ok. Alors, j'ai un peu spoilé quand même au début, parce que quand je me suis présentée, j'ai dit que je suis maman, donc on a Oui. compris que dans tous les cas, Tu es maman. ça a fini par fonctionner, mais c'est vrai que ça a été un long parcours. D'accord. Et ça a été d'autant plus long que, paradoxalement, j'avais pas envie particulièrement d'être mère, mais j'avais pas non plus particulièrement envie de pas l'être. C'était assez D'accord. particulier et déjà plus jeune, quand j'étais enfant, j'avais très peur d'accoucher. J'avais des copines qui disaient « Ah oui, moi quand je serai plus grande, j'ai envie d'être maman très tôt », des choses comme ça. Et moi, pas du tout. Je me disais « Mais l'accouchement, ça me tétanisait. » Et ça me tétanisait à un point que j'arrivais pas forcément à envisager ça tout de suite. Et donc, j'ai pris beaucoup de temps à avoir ce que mes amis appelaient le déclic. Et pendant longtemps, j'ai eu beaucoup d'amis qui me disaient que si je tombais pas enceinte, c'est parce qu'en fait, je le voulais pas vraiment. Et ça m'a beaucoup marquée, je l'avoue. Parce que peut-être tu te crées un blocage, tu penses? Au final, c'est ce qu'on m'a beaucoup dit et je pense que je l'ai tellement intégré que peut-être que je me suis créé un blocage de moi-même parce qu'au final, j'avais aucun blocage pour enfanter. Mais ça venait pas et je pense que je nourrissais un peu une culpabilité d'avoir l'impression que c'est parce que j'avais pas assez envie que ça vienne et je savais pas comment on faisait pour avoir envie comme on me l'expliquait que ça devait venir. Et un jour, l'envie est arrivée sans que je m'en rende compte en fait. D'accord. Et Tu as eu un déclic qui est arrivé, ce fameux déclic, et tu ne sais même pas à quel moment. Voilà, je sais même pas, je l'ai pas ressenti enfin, je pense que chaque personne est unique et chacun ressent les choses à sa manière, donc il n'y a pas une façon de vouloir devenir mère ou pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je m'étais toujours dit que j'aurais eu des enfants, mais c'était pas pour moi quelque chose qui me frustrait de ne pas l'être. Donc je me disais que si ça arrive, c'est très bien, et puis si ça arrive pas, c'est la vie, et c'est pas grave. Mais je pense que je me cachais un peu derrière cette phrase-là pour moi, tu vois, que ce soit moins difficile de voir que ça arrive pas. Et donc, je me disais, bon, c'est pas grave si ça arrive pas, mais en secret, le soir, je disais à Dieu, bon, si tu veux bien, Je quand suis même, prête. voilà, envoyer. Au revoir. D'accord. Et à partir du moment où ce déclic est arrivé, cette envie, comment tu t'es rendu compte que ça allait être, on va dire, compliqué? Comment tu t'es rendu compte qu'il y avait peut-être quelque chose de, entre guillemets, pas normal? Alors, bon, déjà, mon mari et moi, on est ensemble depuis bientôt 16 ans. Donc, ça fait un moment qu'on est ensemble. Et lui, dès le départ, dès qu'on s'est rencontrés, il a toujours été très clair, il voulait être père. Donc, ça a été quelque chose qu'il m'a toujours exprimé. Et c'est un peu effrayant au début quand toi, tu te sens pas très prête parce que tu as un peu peur, etc. Donc, je me sentais pas forcément prête, mais lui, il était. Donc, on était un peu en décalage sur cet aspect-là. Et comme je me disais, bon, si ça arrive, ça arrive, ça arrive pas, ça arrive pas. J'ai pris beaucoup de temps à me rendre compte qu'il y avait un problème, entre guillemets.
parce D'accord. que j'ai arrêté ma pilule. Et entre le moment où j'ai arrêté la pilule et le moment où je me suis vraiment dit: «Non, franchement, il faut vraiment creuser», 8 ans sont passés. Et ces 8 années, je les ai pas vues passer aussi vite. Après souvent avec le recul, tu regrettes un peu des situations, tu te dis: «Bon, bah, tu aurais pu faire différemment», mais bon, ça s'est fait comme ça devait se faire, je suppose. Mais ma pilule, en tout cas, je l'ai arrêtée en 2013 et en final, 8 ans plus tard, toujours pas d'enfant avec, un entre adultes avec une activité, très régulière, donc pas de raison que ça n'arrive pas en tout cas. Et donc on a commencé avec mon mari à s'interroger peut-être au bout de 2 années, sans que je ne tombe enceinte, et à commencer à aller voir, les premiers gynécologues et à faire les premiers bilans de fertilité. D'accord. Mais à ce moment-là, j'étais quand même pas trop inquiète. Je me disais: «Bon, c'est pas grave, ça arrive pas tout de suite et tant mieux, je me sens pas très prête, donc c'est pas bien grave». Mais on a commencé ces premières analyses et à ce moment-là, on ne détecte pas forcément quel est le problème précisément. Et puis j'avais quand même des analyses que je devais faire moi, qui me faisaient un peu peur. Je t'ai dit, j'avais peur d'accoucher, Oui, donc j'ai pas donné tout le contexte, mais peur oui. d'accoucher, peur des piqûres, peur de tout le contexte un Peur peu du hospitalier. d'accord. Et donc quand j'avais un examen spécifique à faire, je me rappelle, c'était, une hystérosalpingographie, Mmh, une radio des trompes. mmh. Et j'ai fait ce Qui est qu'on de hyper douloureux. c'est ce que tout le monde dit. Et j'ai fait ce qu'on ne doit pas faire, aller sur internet, chercher qu'est-ce que c'est, et là je tombe sur plein d'exemples qui disent oui, oh là là, des femmes qui disent qu'elles ont souffert, elles ont jamais eu aussi mal. Et moi je me dis non, Sylvia, Je ne peux pas. c'est pas pour toi. Et comme je te dis, il y a ce contexte où j'avais envie, mais je me disais si ça arrive pas tout de suite, c'est pas grave. Peut-être que si j'avais une envie plus profonde, je me serais dit, peut-être une autre femme à ma place se serait dit tant pis, je suis prête à braver la souffrance, etc. Je n'étais pas prête à braver la souffrance à ce moment-là. Donc, j'ai pas fait mon hystérosalpingographie. Et 4 années sont passées, pendant lesquelles D'accord. j'ai pas réussi à aller faire cet examen. Et donc, 4 années, plus déjà 2 années, ça fait déjà 6 ans qu'on essaye d'avoir un enfant. Enfin, quand je dis on essaye, en tout cas, on ne se ferme pas le fait Oui, d'en bien avoir sûr. un. Et que ça ne vient pas. Et là, au bout de ces 4 années supplémentaires, donc ça faisait 6 ans, là, quand même, je commence à me dire, bon, c'est quand même un peu bizarre, il faudrait réussir à faire quelque chose. Et puis, il y a plein de circonstances qui sont arrivées qui ont permis qu'aujourd'hui, on soit parents. Et j'ai notamment une amie qui m'a incité fortement à aller voir un hypnothérapeute. D'accord. Et, et donc, j'ai suivi ce conseil, j'ai été voir un hypnothérapeute. Et ça a changé ma vie parce que toutes mes peurs, notamment d'accoucher, etc., je les avais plus. Et quand ça m'a en tout cas mise en condition pour le parcours qui m'attendait, que je ne savais pas que j'allais vivre d'ailleurs, puisque on ne savait à ce moment-là pas encore qu'il y avait un tel parcours qui nous attendait. Mais en tout cas, grâce à ça, j'ai été en mesure d'aller faire cette radio. Donc après les séances d'hypnothérapie, j'ai réussi enfin à avoir rendez-vous avec une gynécologue que j'espérais avoir depuis un moment, qui est spécialisée en fertilité, en infertilité du moins. D'accord. Et elle, quand elle a vu nos analyses, elle nous a dit tout de suite qu'il y a un souci. Et Donc, pourquoi tu t'es orientée tout de suite vers, une gynéco, dans l'infertilité? Est-ce que ça te trottait déjà dans la tête? Est-ce que tu t'es mmh, dit: «Il parce qu'en fait, dès faut» que c'est fou, mais quand tu es une femme, il y a tellement de choses qu'on te met, tu sais, de tu comme, pression? oui, et puis comme une sorte de chronomètre au-dessus de ta tête. Tu dois faire des choses avant tel âge, à partir de tel L'horloge âge, biologique, exactement. Et donc, je savais que quand, tu essaies d'avoir un enfant et que ça vient pas au bout d'1 an et demi, 2 ans, on t'oriente déjà vers un bilan de fertilité parce qu'on estime déjà qu'il y a un souci. Donc déjà, quand on était dans cette démarche d'aller voir notre gynécologue et dire: «Bon, ça fait 2 ans et il y a rien», notre premier gynécologue, pardon, il nous avait déjà dit, «Il y a quelque chose». Puisque normalement, en 2 ans, tu es censée déjà avoir un enfant. Mmh. Donc je savais déjà qu'on était dans un cas d'infertilité, mais on n'avait pas la cause. Donc on a D'accord. eu une première gynéco, qui m'a donné cet examen à faire que je n'ai pas fait. Puis elle a déménagé au Canada, elle était géniale. Elle a déménagé, donc j'ai dû chercher un autre gynéco. On en a trouvé un autre, c'était un homme. Et lui, en fait, pendant les 4 années dont je te parle, où j'ai pas réussi à faire cet examen, ce gynécologue, lui, il nous a donné des stimulations. Enfin, il m'a donné des stimulations ovariennes à faire.
Et D'accord. donc, il était super optimiste. Et il n'arrêtait pas de nous dire, bon, je savais qu'un nom de famille comme le vôtre, ça va venir, vous inquiétez C'est la pas, puissance. c'est la puissance, c'est exactement ça. Et puis, dans les examens, mon mari avait, au niveau de ses spermatozoïdes, euh, il y avait des problèmes soit de lenteur, en tout cas, quelque chose n'allait pas. Et lui, il nous disait, ne vous inquiétez pas, les spermatozoïdes, ça se régénère au bout de 3 mois. On vous donne des vitamines, dans 3 mois, vous avez des spermatozoïdes de pompette. Madame, on fait stimulation ovarienne et ça va venir. Et donc, je fais une première stimulation ovarienne. Ça fonctionne pas. Puis, tu as un laps de temps à attendre entre les deux, tu peux pas enchaîner. C'est pas la PMA, c'est un peu moins lourd, mais c'est quand même déjà un petit Ça début. commence, c'est un début de Ouais, parcours. parce que tu dois quand même tu prends des médicaments pendant une période pour que tes follicules grossissent. Et à un certain moment, tu rentres dans quelque chose d'hyper médicalisé. Puisqu'on te dit, voilà, à telle date, il va falloir faire l'amour tel jour, à telle heure, puisque vos ovules seront prêts. Et tu dois faire une piqûre dans le ventre, donc ta stimulation pour pouvoir booster tout ça. Et donc, on a fait ça sur 2 sessions pendant cette période-là, donc qui a duré peut-être sur 2 années, je ne sais pas dire exactement, puisque je ne le faisais pas de manière tellement très suivie aussi. Après, il y avait des périodes où on a arrêté un petit peu, on a repris. Et c'était une période qui n'était pas évidente aussi, parce que la stimulation ovarienne te fait grossir. Et je me souviens que j'avais plein de gens qui me félicitaient. En fait, ton ventre grossit, puisque tu stimules ton appareil génital, on va dire. Et j'avais plein de gens qui m'arrêtaient, qui me disaient « Oh là là, Sylvia, félicitations ». Je fais « Félicitations ». Pourquoi? Et ouais, c'était une période un peu particulière. Et donc, ça rajoute un petit peu à la complexité du parcours que tu traverses et que tu n'as pas forcément envie de crier sur tous les toits, on va dire. Et puis au final, on devait faire une 3e stimulation ovarienne. Et à cette 3e stimulation, j'ai réussi enfin à avoir un rendez-vous avec la gynécologue dont je t'ai parlé, qui est spécialisée en infertilité. Je la nomme parce que je la trouve extraordinaire. Elle s'appelle Sylvia Lurel. Sylvia. Et elle, c'était très dur d'avoir rendez-vous avec elle parce qu'elle prenait pas beaucoup de patients. Et donc, je crois que j'ai pris 3 ans avant d'avoir rendez-vous avec elle. Donc, à appeler régulièrement. Et puis, j'ai réussi à avoir un rendez-vous avec elle. Donc, on fait pas cette 3e stimulation. Et on va la voir. Et quand on va la voir, elle nous dit, bon, écoutez, en l'état, il y a un souci. Et je lui explique, bon, voilà, on a déjà fait telle démarche. J'ai fait des stimulations ovariennes. Et elle me dit, mais comment vous pouvez avoir fait des stimulations sans savoir où est le problème? Elle me dit, moi, je fonctionne pas comme ça. On va faire tous les tests, on remet tout à niveau. On essaie de voir quel est le problème. Et quand on saura quel est le problème, là, on peut traiter. Elle me dit, je vous donne pas un traitement comme ça, sans savoir, en vous disant que ça va fonctionner. Elle me dit, là, en l'état, ça peut pas fonctionner. Donc, il faut qu'on regarde qu'est-ce qui se passe. Donc, c'est un premier choc, mais nécessaire, et qui nous permet de nous rendre compte que, ok, il y a vraiment un souci. Là, tu commences à encaisser, à intégrer que on va partir sur quelque chose de plus corsé, on va... Je sais pas encore. Parce en tout cas, ce qu'elle nous dit et qui nous ramène à la réalité, contrairement au discours qu'on a eu pendant quasiment 2 ans de vous inquiétez pas, ça va finir par venir, ça va aller, ou même des amis qui te disent oui, mais c'est dans ta tête, c'est un blocage, c'est un déclic. Là, on comprend que c'est pas notre volonté, c'est pas de nous, je ne peux pas y influer. Il y a quelque chose au-dessus de moi qui fait que ça bloque, et il faut qu'on éprouve quoi. Et donc, elle nous redonne une batterie de tests à faire, dont la fameuse hystérosalpingographie. Et elle me dit, voilà, il faut pas y couper. Mais comme j'ai fait mes séances d'hypnothérapie en même temps, là, j'y vais. On devine quoi? Ça se passe comme une lettre à la poste. J'ai même pas souffert, j'ai rien senti. Même pas mal. Même pas. Quand le monsieur, il a fini, je lui dis, alors, vous commencez quoi? Il me dit, mais c'est bon, madame, on a terminé? Je dis, mais non, je ne peux pas croire, ça fait 4 ans que je suis là en train d'arrêter, de ne pas faire quelque chose qui au final... Alors, je pense que tes séances d'hypnothérapie ont hyper bien fonctionné parce que moi, l'hystérosalpingographie, je l'ai faite. J'espère. Et ouais, je m'en souviens encore. Ouais, je m'en souviens encore aujourd'hui. Et ouais, j'en ai pas à m'en souvenir. Ah ben, sincèrement, je n'ai rien senti. Quand je dis rien senti, rien senti. Je sais même pas qu'est-ce qu'il a fait, à quel moment. Il m'a dit prenez un petit spasme avant de commencer. J'ai pris mon spasme, je me suis allongée. Il m'a dit, ok, je vais pas tarder à y aller. Je dis, ok, quand vous êtes prêts, il m'a dit, c'est bon, c'est fini. Je dis, ah bon? C'était arrivé. Ça pour ça. Donc, effectivement, peut-être que
c'est l'hypnose qui a bien marché. Peut-être qu'au final, j'aurais jamais eu de souffrance parce que ça arrive, chaque corps étant différent. Parce que chaque corps est différent. Mais la leçon que je retiens, c'est que parfois on s'empêche de faire des choses parce qu'on a des projections, quelles qu'elles soient, d'où elles viennent, et alors qu'il faut y aller, et puis on verra bien ce qui se fait. D'accord. Donc, voilà. Et donc, du coup, vous faites votre batterie de tests, et là, vous avez un résultat. On fait notre batterie de tests, et dans cette batterie de tests qu'elle nous a donné à faire, cette gynécologue extraordinaire donne à mon mari un examen dont personne ne nous avait parlé, qui s'appelle un karyotype génétique. Et donc, c'est l'analyse des chromosomes. Et donc, c'est un examen qu'on ne donne pas... Enfin, il n'y a pas de raison de le donner normalement, il faut vraiment avoir un truc spécifique. Mais là, elle nous dit qu'il faut aller chercher vraiment profondément. Donc, vu qu'au niveau des résultats, sur les miens, il n'y avait pas de choses particulières. Tout avait l'air d'aller. Ça, c'est un examen qu'elle vous prescrit après. Non, c'est quand elle nous a dit qu'il y a un souci. Elle nous explique que sur moi, sur mes résultats, parce qu'on avait déjà fait beaucoup de résultats, donc on est venu avec ce qu'on avait comme première analyse. Si on n'avait rien fait, bien sûr, elle nous aurait fait tout refaire, mais on avait déjà fait pas mal de choses. Il me restait que l'hystérosalpingographie, mais sinon, j'avais déjà fait pas mal de tests. Donc elle avait déjà toutes mes analyses sanguines, sur mon mari, bilan spermogramme, etc. Et donc elle voit qu'au niveau des spermatozoïdes, il y a un souci. Elle voit que sur mes analyses, elle voit pas de choses particulières, à part peut-être que parfois mon ovulation est un peu longue, mais rien de significatif. Donc elle lui donne ce karyotype à faire. C'est une prise de sang. Et ça met à peu près 2 mois pour avoir les résultats, puisque ça va partir en France. Donc entre-temps, on fait le reste des choses qui nous restent à faire, qu'elle nous demande de faire, l'hystérosalpingographie. Le temps passe un petit peu, puisque bien sûr, le temps d'avoir des rendez-vous, ça se fait pas à la minute, donc un mois ou 2 passent. Et donc on a les premiers résultats, et on a notamment le résultat du karyotype génétique. Et là, au résultat du karyotype génétique, elle nous reçoit et elle nous explique qu'il y a un problème au niveau du karyotype de mon mari. Et attends, excuse-moi, il faut pas que tu dises des bêtises parce qu'on a fait tellement d'examens. Non, c'est pas à ce moment-là qu'on voit qu'il y a un problème. Je dis des bêtises. Ça prend 2 mois de réception, donc on n'a pas encore ces résultats-là, on a les autres. Et quand elle regarde nos résultats, quand elle nous reçoit, elle nous dit que dans tous les cas, elle ne sait pas encore exactement quel est le problème, mais sans passer par la PMA, elle nous explique qu'on ne peut pas avoir d'enfant comme ça. Donc il faut qu'on passe automatiquement par une FIV. Et donc elle nous dit qu'à son stade, à son niveau, elle peut pas nous suivre plus, parce qu'elle ne pourra pas plus nous aider, donc elle nous oriente vers la PMA de Guadeloupe. Et elle nous dit que là, elle voit qu'il faut qu'on passe par une PMA. Donc je dis ok, donc on prend en contact avec la PMA de Guadeloupe, et donc elle nous transfère un peu vers eux. Et donc là, au niveau de la PMA de Guadeloupe, on commence un premier suivi et ils décident de nous faire rentrer dans un parcours de FIV, donc fécondation in vitro. Et la fécondation in vitro, tu as 2 parcours. Tu as un parcours dit classique, où en fait on va récupérer le spermatozoïde de l'homme et on va l'inséminer dans l'utérus de la femme, pour qu'il puisse aller rencontrer l'ovule de la femme et féconder lui-même de l'intérieur. Ça, c'est généralement quand c'est plutôt la femme qui a un petit souci particulier. Et tu as une autre FIV qui s'appelle la FIV ICSI. Et dans ce cas de figure, on fait vraiment ex vitro. Donc on prend les ovocytes de la maman, on prend le spermatozoïde du papa, et en laboratoire, ils vont faire un embryon en labo. Et cet embryon-là, il te l'implante. Et après, il faut savoir si l'embryon il tient ou pas. Donc là, c'est dans cette catégorie-là qu'on est placé. Donc on va faire une FIV ICSI. Donc c'est un petit peu plus complexe que simplement prendre le spermatozoïde, puisqu'il faut faire une ponction pour la maman, etc. Mais on part sur cette thématique-là. Et là, quand je te dis ça, on est... si je me situe au niveau des dates, on est en 2022. On est en avril. Quand j'ai les résultats avec la gynécologue. Donc, on est en avril avec la PMA et ils nous disent que ce sera en novembre. On va faire notre première tentative en novembre de la même année. D'accord. Donc c'est assez rapide. Donc on est relativement content et tout. Et au mois de juin, on revoit le biologiste, un peu tout le monde. C'est à cette période-là qu'on reçoit les résultats du karyotype. Et en fait, le truc est tellement... Il y a des choses de la vie qui se font tellement bizarrement. Quand on va dans le rendez-vous avec le biologiste, les résultats du karyotype arrivent en même temps. Mais on ne les a pas encore. C'est notre gynécologue qui les reçoit. Et donc le biologiste, lui, nous explique tout ce qu'on va faire, etc. Et
Il nous dit qu'il n'a pas les résultats du karyotype. Et donc moi, ma gynécologue, en même temps, elle m'avait envoyé un message pour me dire: «J'ai reçu, les résultats». Donc je lui dis: «Mais ma gynécologue, elle a reçu les résultats, je l'appelle pour qu'elle puisse vous les envoyer». Il me dit: «OK», j'appelle, un peu en urgence puisque bon, c'est pas comme si ta gynécologue t'a sonné Oui, au bien portable. sûr, bien sûr. Donc j'essaie d'avoir sa secrétaire, je finis par la voir. Elle me dit: «OK, je vous envoie les éléments». Et elle me les envoie en copie. Normalement, c'est pas quelque chose que tu reçois, puisque c'est ton gynéco qui reçoit ou ton biologiste, mais pas, on t'envoie pas directement en fait, puisque c'est elle qui a fait la demande. Donc elle m'envoie en copie, elle envoie au biologiste. Et donc quand je vois que je l'ai reçu, on est sur la fin du rendez-vous avec le biologiste. Et je lui dis: «Mais c'est bon, je pense que vous avez reçu». Et il me dit: «Non, mais OK, il n'y a pas de souci, de toute façon, on est sur la fin du rendez-vous. Dans tous les cas, moi je pense que ça va rien nous révéler de particulier. Donc on continue comme on a dit, on se voit dans une semaine pour faire le recueil du spermatozoïde de votre mari et on finalisera, enfin on continue notre Le process quoi». parcours. Ok, donc nous on part tranquillement. Et moi sur le chemin, j'ouvre quand même les analyses et puis je vois marqué, tu sais quand tu as des analyses, tu as une conclusion à la fin qui te dit ce que c'est, mais parfois tu comprends pas vraiment. Et je vois marqué qui préconise une enquête familiale, une enquête génétique familiale pour translocation robertsonienne. Et moi, je comprends pas trop ce que ça veut dire. Je cherche un peu sur Internet, mais je vois bien qu'il y a quelque chose. On trouve un peu tout et En tout cas, n'importe je comprends quoi. qu'il y a quelque chose. Je dis: «Ah ben non, c'est bizarre, il y a quelque chose dans ton karyotype, mais je sais pas ce que c'est, mais je sais pas si ça a un impact particulier sur ce qu'on est en train de faire surtout, mais il y a quelque chose qu'ils ont trouvé». Il me dit: «Ah bon, tout ça et tout». Je dis: «Ouais, mais je sais pas ce que c'est». Il me dit: «De toute façon, s'il y a un problème, ils vont nous appeler». Personne nous appelle, la semaine passe. Je dis: «OK, y a pas de souci, on vient pour pouvoir faire le recueil de spermatozoïdes». Et quand on arrive pour faire ce recueil, on est en salle d'attente et je vois placer le biologiste. Et donc je dis à mon mari: «Mais tiens, regarde, il est passé, le biologiste là dans son bureau. Va le voir quand même pour lui dire, mais est-ce qu'il y avait quelque chose de particulier par rapport à cet examen?» Et on me dit: «OK», il y va. Puis je vois qu'il revient pas. Je dis: «C'est bizarre». Je dis: «Bon». Je penche la tête et je vois qu'il m'appelle. Je dis: «Bon, j'y vais». Mais tu sais que déjà quand on t'appelle, tu sais que ça sent pas bon. Et puis bon, j'y vais et puis je vois que le biologiste est un peu gêné. Et donc là, il nous dit voilà, qu'il a bien reçu les résultats de notre karyotype, enfin du karyotype de mon mari, mais il pensait que la gynécologue nous avait appelés. Et je lui dis: «Mais en fait, personne nous a appelés». Il me dit: «Ah bon?» Parce que normalement, c'est la gynécologue qui doit vous expliquer un peu tout ça. Et je lui dis: «Bon, OK, mais vous êtes là, expliquez-nous quoi». Allez-y. Et donc il nous dit: «Oui, en fait, voilà, votre mari, enfin dans le karyotype, il y a une translocation robertsonienne». Je dis: «Oui, c'est ce qu'on a vu». Il dit: «Voilà», et puis il commence à nous expliquer un petit peu que ça, enfin, c'est quelque chose qui crée de l'infertilité et que donc ça crée de l'infertilité chez mon mari et que ça c'est héréditaire et que donc ça peut créer de l'infertilité chez notre enfant. Et donc on écoute, mais en même temps, on se dit: «Bon, où est le problème, quoi?» Si ça crée de l'infertilité chez l'enfant, bon, bah, OK, c'est triste pour lui, mais bon, ça nous empêche pas d'avoir notre enfant et puis on lui expliquera que bon, bah, On a fait un peut-être que toi parcours aussi, et tu toi, tu devrais faire le devras même type de sûrement. parcours. Enfin, moi, à ce moment-là, je vois pas de problème. Et puis, il voit qu'on voit pas le problème, mais il nous dit pas clairement. Et puis, à un moment, il finit par nous dire: «Mais en fait, ça crée aussi des trisomies». Et c'est pour ça que généralement, dans ce type de parcours, on recommande de faire une PMA différente. On dit: «Ah bon?» et tout. Et donc là, il commence à nous expliquer que, en gros, il faut que, avant d'implanter l'embryon, on puisse faire une analyse sur l'embryon pour voir s'il ne souffre pas du même problème, qu'on puisse implanter un embryon qui soit sain. Donc on dit: «Bah OK, s'il faut faire ça, on va faire ça». Il me dit: «Mais par contre, cet examen-là, on le fait que dans 5 centres en France, bien sûr pas en Guadeloupe, ce serait trop facile». Et il nous dit: «Voilà, il y a que 5 centres en France qui proposent cet examen qui s'appelle l'ADPI, enfin le DPI, le diagnostic préimplantatoire». Et donc là, on commence à comprendre je lui dis: «Mais et la FIV qu'on était censé faire en novembre?» Il me dit: «Bah en fait, il va falloir annuler». Et je lui dis: «Ah bah OK, donc et on fait quoi?» Il me dit: «Mais Donc va là, il faut falloir encaisser. faut encaisser». En plus, on te dit ça un peu, tu t'y attendais pas, tu es venu quand même pour pouvoir faire un recueil de sperme en vue de pouvoir faire ton parcours. Donc ouais, là, c'est un gros choc. Je vais pas mentir, franchement, ça a été un gros choc pour l'un comme pour l'autre. Pour mon mari, beaucoup, beaucoup plus. Franchement, c'était très dur. Et pour moi aussi, parce que tu encaisses le coup, mais en même temps, tu dois être un peu fort pour la personne qui encaisse le coup aussi. Donc, c'était un moment particulier. Et quand personne ne nous dit qu'est-ce qu'il faut faire, moi, j'ai activé mon mode je cherchais des solutions.
Et donc, je vais sur Internet, je commence à regarder, je me renseigne. Et je vois que les 5 centres en France ont monté un dossier, etc. Et donc, moi, je suis en mode, il y a un problème, mais il y a une solution. Donc, c'est pas grave. C'est pas comme si c'est insurmontable. On peut trouver une solution, donc on va monter un dossier. Et donc là, on monte le dossier tout seul et on envoie notre dossier dans 4 des 5 centres. On a décidé d'envoyer dans 4 des 5 centres. Et donc là, une nouvelle attente qui nous répondent. Et à partir de là, c'est autre chose puisque c'est plus une FIV classique en Guadeloupe. Il faut partir. On est sélectionné, je te la fais en raccourci parce que sinon on serait sur une émission de 3 heures, tu sais. Mais en gros, on est en juin quand je te parle de ça et on finit par avoir des rendez-vous au mois de décembre pour faire des rencontres en visio avec chacun des centres. Et on est choisi par... sur les 4 centres, il y en a 3 qui acceptent notre dossier, on va dire. Un qui le refuse parce qu'il estime que les chances que ça ne fonctionne pas sont trop importantes. Et puis ils sont beaucoup sur les statistiques aussi, donc il faut que ça fonctionne, parce que derrière c'est leur centre malheureusement. Donc on se rend compte qu'on rentre plus dans un truc... tu deviens un numéro en fait. Un numéro parmi d'autres, un chiffre parmi d'autres. Sauf que toi c'est ta vie en fait, c'est ta vie, c'est tous tes espoirs. Et au final, sur les 3 centres qui nous répondent, il y a Paris qui nous répond positivement, il nous dit qu'il y a 18 mois d'attente. Il y a Strasbourg qui nous dit ok, il y a 12 mois d'attente, si je ne me trompe pas, entre 10 ou 12 mois. Et il y a Nantes qui nous répond et qui nous dit qu'il y a 8 mois d'attente. Donc bien sûr, on a choisi celui qui est le plus court. Bien sûr. Et on a refusé les autres. Après, je t'avoue que quand j'ai cherché en Guadeloupe d'autres personnes qui avaient cette même problématique-là, que ce soit leur mari ou la femme, parce que c'est pas quelque chose qui est réservé qu'aux hommes, ça arrive à n'importe qui, c'est une question de chromosomes. J'ai trouvé personne. Je savais pas trop, je me suis sentie un peu seule à ce moment-là parce que je savais pas trop, c'était quelque chose que je connaissais pas. Donc j'ai trouvé des forums de personnes qui souffraient de la même pathologie, mais beaucoup en France. Donc je me suis inscrite sur ces forums-là et en discutant avec les personnes qui sont là-bas, je me suis rendu compte que normalement, c'est pas à nous de faire les dossiers. Donc je le dis parce que si des personnes qui m'entendent ont le même type de pathologie, normalement, c'est le centre de PMA qui est un peu à l'origine et qui envoie un courrier au centre en question pour demander de prendre le patient dans le cadre de cette thématique-là. Ce courrier-là, on a fini par l'avoir. Mais bon, moi, j'avais déjà fait mes démarches, c'était déjà quasiment fini. Mais au final, le centre de PMA, ils nous ont fait un courrier pour le centre de Paris, puisqu'ils sont affiliés plus avec celui-ci. Et pourquoi je te dis ça, c'est parce que logiquement, tu ne fais pas de demande dans tous les centres. Tu as un centre. Mais moi, je me suis dit, bon, je demande à tout le monde. Puis celui qui répond. Ok, et si tous répondent, je choisis un, et puis les autres, je dis... Et t'as bien fait, parce que t'as eu finalement... Pour moi, je trouve que oui. Mais c'est vrai que quand j'en ai parlé, il y en a qui m'ont dit, ouais, c'est pas top, parce que ça fait que ça empêche d'autres personnes, mais en même temps, ça bloque une place. C'est parce qu'il faut la libérer. Ce qui est pas bien, c'est que si tu bloques dans tous les centres... tu bloques dans tous les centres. Il faut tout de suite que tu puisses dire aux autres, ça, moi, je vais pas le faire chez toi, et je reste sur une seule personne. Parce que forcément, c'est quelque chose qui est très demandé et tu as peu de place. Beaucoup de personnes qui demandent. Et donc, si tu bloques une place pour quelqu'un alors que tu sais que tu ne vas pas y aller, c'est pas super. Donc, j'ai tout de suite dit dans tous les cas qu'on n'allait pas faire sur les centres qu'on n'avait pas choisis pour que ce soit clair et qu'on n'ait pas des personnes qui nous attendent. Même si je peux te dire, bon, si jamais tel centre ça ne marche pas, finalement, ils m'ont dit, ok, mais je peux garder ma place pour... Tu sais, tu fais un dans 8 mois et puis tu dis, finalement, je refais sur l'autre parce que comme ça te permet d'avoir moins de temps d'écart. C'est pas top pour les personnes qui sont en attente. Donc, je dis ça juste au passage. Mais en tout cas, on a choisi Nantes, on était très contents. Et là, c'est notre parcours du combattant parce que faut partir. Faut payer ton billet, faut prendre ton hébergement, faut mettre ton activité professionnelle entre parenthèses. Parce que là, vous partez un peu dans l'inconnu. Vous quittez chez vous. Et à ce moment-là, il y a encore personne
qui sait que vous entamez ce parcours-là ou vous avez déjà des gens dans la confidence? Oui, là, à ce moment-là, dans tous les cas, dès le moment où on est en PMA en Guadeloupe, nos familles sont au courant. Donc, et puis quand on apprend pour la translocation de mon mari, forcément, ils le disent parce qu'ils ont fait une demande d'enquête génétique. Donc, D'accord. l'idée, c'est de savoir. Normalement, c'est quelque chose qui peut être soit héréditaire, soit c'est à la naissance, sans raison apparente. À la construction du bébé, les chromosomes, il y a un qui se déloge d'un côté, enfin, sans rentrer dans trop d'explications. Ça se fait à la naissance, sans raison particulière. Ou soit c'est un des parents qui l'a et qui le transmet, c'est héréditaire. Et donc là, la question, c'était de savoir est-ce que de son père ou de sa mère, quelqu'un l'a. Et donc, ça, si ça n'impacte lui, ça peut impacter aussi ses frères et sœurs, ses neveux et nièces. Oui, Donc, ça bien devient sûr. quelque chose que Bien tu sûr. partages avec la famille parce que c'est une pathologie qui peut se transmettre. Et donc, ses parents ont fait des examens pour savoir. On n'a pas réussi à identifier d'où ça venait. Donc, ça peut être juste arrivé comme ça. Isolé. Voilà. Mais en tout cas, après, on n'a pas fait, ils ont pas, les frères et sœurs n'ont pas fait d'enquête, c'est juste les parents. Mais en tout cas, ils sont tous au courant. Et s'ils veulent, tu vois, ils peuvent au moins savoir s'ils ont des difficultés à avoir des enfants. D'accord. Bon, ceux qui avaient déjà des enfants, ils ne se sont pas dit qu'ils avaient besoin de le faire puisqu'ils avaient déjà des enfants. Et puis ceux qui n'en avaient pas, au moins ils le savent. S'ils veulent le faire, ils peuvent. Donc en tout cas, à ce moment-là, nos familles sont informées. Et puis nous, on fait notre première tentative. Donc comme je t'ai dit, on était à ce moment-là en 2022, fin 2021, début 2022. Et comme on a choisi Nantes, c'est 8 mois plus tard. Donc fin 2022, on a déjà une date pour pouvoir faire notre premier parcours, notre première ponction. D'accord. Donc là, on nous explique comment ça se passait. Comme on vient de Guadeloupe, c'est un cas différent parce que eux, ils ont généralement des personnes qui sont plus proches. Donc, ils changent un petit peu leur mode de fonctionnement pour nous et heureusement qu'ils ont été arrangeants puisque logiquement, tu dois venir plusieurs fois. Mais sauf que nous, chaque fois, on vient plusieurs fois. 8000 km, un billet d'avion. Donc, on pouvait pas venir aussi souvent qu'une personne qui a un billet de train à prendre, même si c'est 5 heures, mais qui fait l'aller-retour dans la journée. On pouvait pas se permettre de faire ça. Donc, ils nous ont accordé de venir une fois pour faire l'ensemble des rendez-vous qui doivent se faire normalement sur plusieurs jours. Et donc, on est venu une première fois au mois de juin. Et à ce moment-là, on a rencontré tout le corps médical qui doit intervenir, donc anesthésiste, médecin, gynécologiste, sage-femme, infirmier. Tu rencontres tout le monde, ils t'expliquent tous comment ils vont faire, qu'est-ce qu'ils vont faire. C'est bien fait. On a la chance aussi d'avoir, parce qu'il faut dire les choses qui sont positives, on a la chance en France, et donc significativement dans nos Antilles, de pouvoir bénéficier d'un accompagnement sur la PMA qui est pris en charge par la sécurité sociale sur 4 tentatives. D'accord. Donc, c'était pris en charge la PMA en elle-même, parce que c'est coûteux, l'hôpital, etc. Mais également les déplacements. Donc, les billets d'avion et de train, s'il doit y en avoir, sont pris en charge. Après, il faut le savoir. Et il faut faire les démarches pour pouvoir obtenir le bon, pour pouvoir être soit pris en charge, soit remboursé. Donc, ils peuvent, si tu le fais en avance, prendre le billet directement pour toi. Ou sinon, tu peux prendre ton billet toi-même et on te rembourse par la suite. Ok. Mais c'est quand même ça aussi, ça rajoute de la lourdeur dans le processus parce que c'est un stress supplémentaire de réussir à. Nous, jusqu'à la dernière minute, on ne savait pas si nos billets étaient pris en charge ou pas. Donc, c'était un stress d'appeler les gens, de s'assurer qu'ils envoient les bons documents au bon moment à la bonne personne. Un tel est parti en congé, qui la remplace, tu sais pas, tu rappelles. Donc, c'était une attente interminable sur cet aspect-là. Et finalement, pour la première tentative en tout cas, puisqu'on a fait 2 tentatives, la première tentative, on l'a fait en fin 2022, tous nos parents étaient informés, donc on y a été. Moi, pour ma part, je pense que j'y suis allée sans vraiment me rendre compte de ce que je faisais. J'y suis allée en me disant que j'y vais, et ça marche. Je sais pas, j'étais un peu insouciante, je trouve. D'accord. Parce que Tu n'étais pas... En fait, Moi, je pense peut-être que tu le refoulais, en fait. Peut-être que tu avais peur d'être déçue, peut-être que tu avais peur que ça ne se passe pas bien, et donc tu te dis, bon, j'y vais en toute détente. Oui, j'étais trop en détente. Ouais, Franchement, en toute détente, ça qui fait belle. Mais c'est mon naturel aussi, c'est ma façon d'être de base, je pense que je suis comme ça. Mais néanmoins, j'y suis allée, en tout cas, assez insouciante. Et au final, la première tentative, elle n'a pas fonctionné.
Et j'avoue que ça m'a donné une petite claque, quand même. Là, Et oui, ça m'a donné une petite claque. Et puis, parce qu'il y a des choses que je revois qui m'ont quand même marqué. Je me dis, moi, ça m'a quand même fait quelque chose. Parce que quand tu termines ton parcours, enfin, quand tu finis ta fonction, tu retournes chez toi en Guadeloupe, donc. Et tu as 15 jours d'attente entre le moment où tu as eu t'as été fécondé. T'as été fécondé. Et le moment où tu dois faire la prise de sang pour savoir si ton embryon a tenu et si tu es vraiment enceinte. Et au bout de 10 jours, mes règles sont arrivées. Au 10e jour, mes règles sont arrivées, mais tu dois quand même aller faire ta prise de sang parce que ça ne peut plus rien vouloir dire. Et je me souviens, quand on a été au laboratoire, je donne à la dame le document qu'on nous a donné à Nantes pour pouvoir aller faire cette prise de sang. Et dedans, la dame me demande, c'est quand votre dernière règle? Et je lui dis, c'était il y a 2 jours. Elle me dit, ah bon? Donc, pourquoi vous venez faire une prise de sang pour être enceinte alors? Et là, je t'avoue que je crois que j'allais m'effondrer en fait devant elle. Et puis, je sais pas, t'as Benoît derrière moi qui a regardé la dame. Et je sais pas, ça m'a scotché. Et parce que je me suis dit, oui, elle a raison, mais en fait, elle a raison, elle sait pas ce qu'on traverse. Donc, je viens parce que je sais pas. Mais en fait, quand elle m'a dit ça, je me suis dit, ouais, qu'est-ce que tu viens faire là? En fait, ouais, elle a raison et tout. Ça m'a fait quelque chose. Et au final, je lui ai expliqué qu'on doit quand même faire la démarche parce qu'on sort d'un parcours de FIV et qu'on doit quand même le faire. Et elle m'a dit, ok, d'accord. Non, mais alors, c'est surtout que tu arrives parce que on sait. Non, mais au-delà de ça, quand on est femme et qu'on veut savoir si on est enceinte et qu'on veut être sûr, à part le petit test de pharmacie, on se rend dans un labo sans ordonnance, parce qu'on peut le faire, sans ordonnance, et on demande à faire un test bêta-HCG. C'est ça. Ok? Là, tu arrives avec une ordonnance. Oui. Mais moi, c'est la première fois que ça m'arrive. Je ne savais même pas comment ça se faisait avant. J'ai envie de dire, à quel moment tu me dis qu'est-ce que je viens chercher en fait? Franchement, je te dis, la dame, elle m'a scié les jambes. Quand elle m'a dit ça, je me suis dit, et tu sais, tu revois tout le parcours, tout ce que tu viens de faire, tu sais d'où tu sors, tu sais, tu viens à Nantes, t'es fatiguée, tu sais les prises les seringues que tu as mis dans ton ventre. Non, si la dame, elle te dit ça là, je t'avoue, franchement, elle m'a tuée. Et dans tous les cas, elle avait raison. Ça n'avait pas tenu. Mais j'aurais préféré quand même qu'elle me dise pas ça. Voilà. Bien sûr. J'avais envie de rester dans ma petite bulle jusqu'à ce que j'ai mon test, et puis tant pis, et puis j'aurais vu que c'était pas ça, mais ouais. Après, c'est vrai que sur... Des fois, dans le corps médical, parce que le labo, les assistantes labo, c'est aussi le corps médical. Dans le corps médical, des fois, malheureusement, il y a un manque de tact. Il y a un manque de tact parce que, je sais pas, vous êtes dans un environnement médical, vous recevez des patients qui ont des maladies ou pas, qui ont des difficultés ou des problèmes ou pas, et tu ne peux pas savoir en fait ce que vit la personne, et tu as un minimum. Tu as un minimum à faire et tu as un minimum de tact à avoir, et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui... Je saurais pas dire si c'est la personne en elle-même ou si c'est le fait qu'il voit tellement de choses au quotidien. Tu sais que ça fait qu'il y a un petit manque d'empathie qui au bout d'un moment se crée. Mais sincèrement, quand j'ai fait le parcours en France, ils sont différents quand même. Je vais pas mentir. Mais une bienveillance, j'étais stupéfaite. Je vois encore une dame, pendant que j'étais en train d'attendre mon tour pour aller faire la ponction, c'était pour la première tentative. Parce que la ponction, c'est quelque chose quand même. Franchement, faut s'arrêter sur ça. C'est quelque chose. T'es toute seule, puisque de toute façon, ton mari te dépose, et puis tu pars toute seule pour pouvoir aller te faire retirer tes ovocytes. Et puis, donc, on me met dans une salle pour attendre mon tour pour passer dans la salle d'examen. Je sais pas comment on appelle ça. C'est comme une salle d'opération. Bloc. Et puis, bloc, exactement, merci. Et puis là, il faisait froid, j'avais froid, j'étais sur la petite chaise comme ça. Il y a une infirmière qui vient, elle m'a dit, mais vous devez avoir froid, tenez, elle a mis une petite serviette sur moi, elle m'a recouverte et tout. Elle m'a dit, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. La bienveillance. Doré. Mais un truc que j'avais pas connu jusque-là dans ce parcours-là, en tout cas en Guadeloupe, à part chez ma gynéco, extraordinaire. Mais en tout cas, ça m'a apaisée parce que elle est venue, elle m'a expliqué tout ce qui allait se passer. Elle m'a dit, voilà, moi je suis un tel, voilà, ma collègue est un tel,
voilà ce qu'on va vous faire. On va vous faire ceci. Est-ce que vous êtes OK avec ça? Enfin, je me suis sentie dans un cocon, dans un moment qui est quand même effrayant parce que tu sais pas ce qu'on va te faire, tu sais pas comment ça va se passer. Et au final, C'est nouveau, tu découvres et oui. Et chaque ponction est différente parce que entre la première et la deuxième que j'ai faite, j'en ai fait que 2. Je dis que 2 parce qu'il y a des femmes qui en font beaucoup plus. Ouais, il y avait un monde entre les 2 et à chaque fois c'était nouveau alors que la deuxième, je suis arrivée à me dire: «Je connais déjà», mais en fait, déjà tu oublies tout ce qui s'est passé parce que ton cerveau il fait une sorte de un reset. reset. Et donc je suis arrivée pour la première ponction, où, j'ai trouvé que c'était hyper bienveillant. La deuxième aussi pareil, mais ça a été un peu différent pour la deuxième. Ça a été un peu plus difficile, mais Un peu plus difficile parce que tu as déjà vécu la première, parce que tu as déjà eu aussi un échec à la première et que là tu arrives avec un a il priori, y a ça. parce que tu te dis oui, je reviens. Mais il y a vraiment ça a été vraiment plus difficile Mais aussi pour eux en termes de corps médical. d'accord. Puisque, bon, on passe du coq à l'âne, mais bon, je suis en ça, mais la première ponction s'est passée, ça n'a pas fonctionné, mais en tout cas, j'ai pas de souvenir particulier. Pour moi, c'était une ponction je sais pas de choses particulières. Les gens étaient bienveillants, voilà, ça s'est fait. Je me souviens juste que mes jambes tremblaient comme pas possible sur le bloc et j'arrivais pas à les arrêter de trembler, ça tremblait. Je disais au médecin: «Je suis désolée». Et je pense que j'avais un peu peur et tout. Au final, ça a été. Et pour la deuxième ponction, c'est pareil, tu es sur le bloc, tu as une sorte de grosse lumière au-dessus de toi et ça fait super peur. Tu repenses à tous les films que tu as vus, les docteurs, Je vois la les lumière. Grey's Anatomy. T'es là Je suis dans le et couloir. t'as une petite fille, tu te dis: «Mon Dieu». Et puis ils doivent t'endormir, tu sais: «Est-ce que je vais me réveiller?» Et donc là, ils te mettent sous une méthode sédative. Donc t'es pas totalement, tu es un peu shooté, mais tu es toujours là. Et donc là, tu as le médecin qui commence à faire sa ponction de l'ovaire droit et il ponctionne au niveau de l'ovaire droit, tout se passe bien. Puis là, il me dit: «Bon voilà, je vais sur l'ovaire gauche». Puis à un moment, soit il appuie un peu plus sur mon ventre, il me dit, je l'entends qu'il dit à sa collègue: «J'y arrive pas». Et donc il essaye un peu plus et je peux pas te dire exactement s'il m'a parlé à moi ou à la collègue, mais en tout cas, il me dit qu'il va m'anesthésier un peu plus, qu'il va m'endormir. Et ils me remettent un petit coup d'anesthésiant, enfin, Mm. je sais plus comment ça s'appelle, en tout cas, parce que Ouais. ouais, d'anesthésiant. Et à ce moment-là, je l'entends qui dit je suis désolée madame, on n'arrive pas à ponctionner votre ovaire gauche, on va devoir passer par votre utérus et peut-être que vous ne pourrez pas faire la ponction, enfin, on ne pourra pas faire la fécondation. Mais là, je te donne la phrase bien entière, mais moi, c'est des bribes. J'entends désolée, Oui, tu utérus, fais un... utérus, pas de fécondation. Je comprends pas trop bien. Et quand j'ouvre les yeux, je suis en salle de réveil, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, je comprends plus rien. Je dis attends, c'est un cauchemar ou pas? Donc j'essaie en train d'essayer de me remémorer. Là, je suis en salle de réveil, donc il n'y a personne tout de suite à mes côtés. Et j'essaie de me refaire le film et puis je comprends pas ce qui s'est passé. Donc là, j'ai quelqu'un qui arrive, qui me dit voilà, tout s'est bien passé, on est en salle de réveil, qu'elle me laisse un petit temps et ensuite elle va m'amener dans ma chambre. Donc je préviens mon mari pour qu'il me rejoigne en chambre. Donc 1 heure passe, je vais dans la chambre. Puis là, je lui explique, je dis que je crois que ça s'est bien passé. Je dis mais je suis pas sûre parce que j'ai l'impression qu'il y a un truc qui n'a pas bien fonctionné et qu'ils ont dit qu'il faudra revenir. En tout cas, que ça va pas, on ne va pas pouvoir faire la fécondation. Et il me regarde, il me dit, mais non. Il me dit, mais c'est mort, comment ça on va revenir? Je sais pas. On va pas revenir. Ne t'énerve pas pour l'instant. Mais je sais pas. Je préfère attendre qu'on nous dise, mais en tout cas, il y a un truc bizarre qui s'est passé. Et il me dit, ok, on attend. On attend 1 heure de plus. Et là, il y a une jeune interne qui vient, gynéco, je crois, et qui commence à nous dire voilà comment ça s'est passé, le nombre de follicules qui sont réussis à récupérer, tout ça. Et elle nous dit bon, par contre, au niveau de l'ovaire gauche, il y a eu un souci, on a pu en récupérer 3, mais on a dû traverser l'utérus parce qu'on n'y arrivait pas. Et dans ces cas de figure-là, ça crée des cicatrices au niveau de votre utérus. Et comme l'utérus est cicatriciel, ça peut avoir un impact. Si on met un embryon, il peut ne pas s'accrocher, donc on conseille de ne pas le faire. Donc vous ne pourrez pas faire la fécondation. On va congeler vos embryons et vous reviendrez. Son mari, il le regarde, il dit revenir. Parce que... On habite en Guadeloupe, nous. On va revenir comme ça. Et donc je pense qu'elle ne savait pas en fait qu'on vient de Guadeloupe. Et donc elle me dit ah bon, mais je comprends. Et on lui explique que c'est pas possible quoi. Il faut qu'il la plante. Enfin, on est venu pour ça.
contente. Donc elle a dit bon, qu'il va devoir réunir un collège exceptionnel de médecins pour qu'ils prennent une décision, puisque c'est pas nous qui pouvons décider, c'est eux qui décident s'ils le font ou s'ils le font pas. Donc là encore, ta vie, ton avenir, tout, c'est entre tes mains. C'est eux qui te disent s'ils font pas. Et donc on rentre à notre hôtel en fait, et on est un peu mi-figue mi-raisin quoi. On est dépité, on sait pas, on est là et on attend. On nous appelle pour nous dire si c'est bon, si c'est pas bon. Et puis finalement ils nous appellent quelques heures plus tard et ils nous disent voilà qu'ils ont décidé que ok, ils vont nous l'implanter quand même et ils testent. Et on est soulagé, on se dit ok, c'est super. Et puis là t'as l'attente qui commence sur 3-4 jours à peu près. Donc tu dois attendre qu'ils t'appellent le lendemain pour te dire bon bah ok, les premières 24 heures enfin tout de suite ils font la rencontre entre ovocytes et spermatozoïdes pour créer les embryons et ils te disent voilà on a réussi à avoir tant d'embryons. Il faut attendre 24 heures pour savoir sur le nombre d'embryons combien a survécu. Quand ils ont survécu, tu as 24 heures de plus pour savoir sur ceux qui ont survécu, lesquels sont tu sais, la fameuse analyse qu'on est censé faire et qu'on est venu faire. Donc, ils doivent être analysés pour savoir s'ils ont la translocation de leur père ou pas. Puis, tu attends 24 heures pour savoir sur ceux qui ont... Ça, plus ça, plus ça. Chaque jour, tu es là et c'est à chaque petite victoire, tu es là, tu te dis, ok, c'est bon, première étape franchie. Puis là, t'attends, dans ton petit appartement nantais. Parce que là, ce que je t'ai pas dit, c'est qu'au début, la première ponction, je t'ai dit, toute la famille, tout le monde était au courant. J'ai été déçue, Marie je pense aussi, mais on a été déçus par l'issue. Donc la deuxième, on s'est dit, écoute, c'est comme le permis. Quand tu dis aux gens que tu vas au permis, tu le rates. Quand tu dis à personne, tu l'as. On dit là, on dit rien. Et on dit rien à personne. Et moi, je suis très proche de ma mère. Et ne rien lui dire, c'était pour moi, c'est la pire chose de ma vie. C'était une torture. Et donc on invente un beau bar sans nom pour qu'on doit passer un concours d'entrepreneurs à Nantes à telle période, qu'on part en France pour cette période, pour ce concours d'entrepreneurs et tout. Et bon, tout le monde nous croit, hein, plus ou moins. Oui, je pense, parce qu'avec le recul, tout le monde nous a cru. Mais ce deuxième parcours, j'ai envie de dire, puisque c'est un seul parcours, mais moi, j'ai l'impression que c'est deux parcours différents. Et ce deuxième parcours-là, je l'ai trouvé plus dur. Je me suis sentie seule. Je ne pouvais pas parler de ce que je ressentais ou pas. Le premier, tu peux dire à tes copines, t'appelles, t'envoies un petit message sur WhatsApp, tu dis à les filles, regardez, j'ai fait ma première ponction, j'ai un bleu, là, Là, t'es seule avec ton mari, et heureusement qu'on était à deux et soudés. Mais ça reste pas pareil que de pouvoir se confier à une sœur, tu vois. Bien sûr. Le côté sororité dont on parle souvent. Je dis une sœur, n'importe quelle femme, mais une femme qui comprend ce que tu peux traverser intérieurement. Et ça m'a beaucoup manqué. Je me suis sentie vraiment très seule pendant cette période-là. Et au final, quand on a fait notre attente, comme je te disais, on était seuls. Même si on a de la famille en France, on aurait pu... la première pension, mon frère est là-bas, mon mari il a sa famille, tout ça. Là, cette deuxième tentative, on était seuls. Et ça c'était... j'ai trouvé ça, en tout cas personnellement, dur. Mais je crois que je me suis jamais sentie aussi seule de ma vie, avec l'envie de pouvoir me confier et de pas pouvoir le faire. Alors bon, se confier ensemble avec... Oui, bien sûr. Mais c'est pas le même type de solitude. Je me suis pas sentie seule. Avec lui, il était là, il était présent et c'était top. Mais j'avais cette envie de pouvoir appeler ma mère et pouvoir lui dire « Là, maman. » Oui. Puis t'as envie de te plaindre. Oui. Sauf que tu vis le truc avec ton mari, mais tu vas pas te plaindre à lui, parce que lui aussi, il vit ça. T'as envie de te plaindre, t'as envie de te faire plaindre. T'as envie qu'on prenne ta peine. Oui. C'est horrible à dire, mais c'est exactement ça. T'as envie de pleurer, t'as envie que quelqu'un te soutienne. Qui te dit ça va aller. Ton mari te dit oui, t'inquiète, ça va aller. Tout, mais c'est pas mais toi aussi, tu dois lui dire ça va aller. Oui, on va bien aller ensemble. C'est ça. Mais là, je peux bien te lâcher et tout. Donc, c'était plus complexe. En tout cas, on est là, on attend. Le temps passe. 1 jour, 2 jours, 3 jours. Et enfin, la dernière étape où il t'appelle et je trouve ça juste impressionnant parce que à 10h, t'es chez toi, t'es pas enceinte. Et on te dit, voilà, c'est bon. Vous venez dans 1 heure, on vous fait l'implantation. Tu pars, tu vas à l'hôpital. 1 heure plus tard, t'es enceinte en fait. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai ressenti comme ça. Même pour ma première ponction, ma première tentative, c'est bête à dire, mais
moi, je me suis sentie enceinte, en fait. Mm. Donc, c'est pas un enfant qui s'est développé, Oui. puisqu'au final, au bout de 10 jours, il était certainement plus là, mais on t'implante un embryon et tu sais que t'as un bébé en devenir dans ton corps. Oui. Et donc, quand ça n'a pas marché, c'est peut-être pour ça que la dame du laboratoire, ça m'a fait un coup, parce que moi, je l'ai vécu comme si je perdais un enfant, en Comme une fait. perte, bien Oui, sûr. ça m'a fait vraiment comme une perte. Et la deuxième tentative, là, ils nous disent ok, c'est bon, fonction. Et puis là, On repart je me sens à nouveau enceinte, mais t'es pas vraiment enceinte quand même. Oui. Tu dois attendre de Tu savoir si attends, l'embryon il a tenu. Et là, t'as 15 jours d'attente. Et pendant ces 15 jours d'attente, mais je me rappelle que cette deuxième tentative, vu qu'en plus on ne l'avait dit à personne, ah ouais, c'était un truc. Chaque petit signe. J'ai à mon mari, oh, mais ça me fait mal. Il me dit, tu dois être enceinte. j'ai envie de faire pipi. Mais ça m'après. Je crois que j'ai une petite tache dans ma culotte. Je pense que mes règles arrivent. Oh non, c'est pas ça. On est déprimé. Après l'instant d'après, oh, finalement, on dirait que... Et puis chaque petit signe, t'es là, t'analyses et tout. 15 jours comme ça de montagne russe où tu dois donner le change et faire comme si tu vas bien, tout va bien, la vie, tout va bien. Et en fait, intérieurement, t'es là en train de te dire, mais est-ce que je suis enceinte? Est-ce que je suis pas enceinte? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est pas ça? Ça te rend fou. Et au bout de 15 jours, on change de labo ou on va au même labo? Non, j'ai tout au même. Ah, qu'est-ce que je raconte maintenant? Mais t'as raison, change de labo. J'ai changé de labo, c'est vrai. Mais j'avais déjà changé depuis avant. Ah, peut-être que c'est pour ça, en fait. J'ai changé de labo. Je pensais pas que c'était pour ça, parce que la PMA m'a aiguillée vers ce autre laboratoire. Oui. Mais je pense que j'aurais changé de labo dans tous les cas. Et là, voilà. On fait notre prise de sang et je te dis, on ouvre l'enveloppe. Je me rappelle, on était au restaurant. Et en plus, on comprend pas parce qu'il n'y a pas marqué. Non, il y a juste écrit un taux. Il y a un taux. Et donc, on est là, je dis, oh, il y a tant. Je dis, mais ça veut dire quoi? C'est sur Internet, ça veut dire quoi tel taux, machin. Je dis, oh, je crois que c'est ça. Et tout. Je dis, en plus de ça, le taux, quand c'est compris de temps, attends, c'est peut-être des jumeaux. Je dis, oh là là. Mais ça, c'était un moment. Ah non, on était. Ouais, c'était un beau moment. C'était enfin un beau moment et je me dis ouais, ça y est quoi. Ça y est, c'est là. Et c'est pour ça que je te disais que le déclic, j'ai pas senti à quel moment il est arrivé, mais il y a un moment où je me suis sentie envahie par ce projet de devenir maman, puisqu'on dit que tu fais un projet de naissance. Donc au début, c'était un projet que je fais, comme j'ai l'habitude de faire beaucoup de projets, professionnellement parlant. Mais à un moment, c'est devenu... ça m'a dépassée, quoi. Et aujourd'hui qu'elle est là, je me dis, mais je savais même pas que je l'ai attendue toute ma vie, en fait. Je la regarde, je me dis, mais je l'ai attendue toute ma vie, je ne savais même pas. Et en plus, elle est arrivée en te faisant un merveilleux cadeau. Exactement. Elle est arrivée pour Noël. Mon petit cadeau de Noël. Parce que t'as une fille, du coup, qui est née le 25 décembre. Exactement. Donc, c'était notre petit cadeau de Noël. Mais je raconterai toute cette histoire. Et d'ailleurs, j'ai écrit en fait chacune des étapes que j'ai vécues. J'ai écrit sur un journal, pas pour la première tentative, mais pour la seconde. Et j'ai quasiment écrit tous les jours pendant 1 an pour qu'elle sache que comme elle a été désirée, comme on a été la chercher, comme on l'a voulu, que voilà, c'était pas juste un enfant comme ça. On l'a vraiment attendu. Voilà. Oh, j'ai pleuré. Il faut pleurer. Non, faut pas pleurer. Mais... Alors, moi, la dernière question que j'aimerais te poser, si tu avais un message à faire passer aux femmes qui se retrouvent aujourd'hui confrontées à un parcours de PMA, qu'est-ce que tu leur dirais? Que chaque parcours est différent et de ne pas écouter les avis des uns et des autres pour pouvoir écouter elles-mêmes ce qu'elles ressentent, mais de bien s'entourer en main, pas rester seule dans le parcours. Je me dis, la deuxième tentative, j'aurais peut-être eu ma fille et j'aurais pu avoir quelqu'un à mes côtés, même une personne qui j'aurais pu dire ça et qui aurait fait que ça aurait été un peu moins difficile à vivre. Mais au final, je pense que ce qui est le plus important, c'est de pouvoir bien se renseigner et de s'armer de courage parce que on est en Guadeloupe quand même assez éloigné et on a quand même beaucoup d'informations qui ne nous sont pas données, surtout quand on est dans des types de parcours comme ceux-ci. Ça m'a beaucoup aidé d'être sur les forums
même si c'était pas des forums en Guadeloupe, mais ça m'a beaucoup aidé de pouvoir entendre les témoignages des autres personnes. Ne pas te sentir Mais seule. ouais, ne pas se sentir seule. Mais quand je dis de ne pas écouter les autres qui ne vivent pas les mêmes choses, c'est parce que souvent, en fait, on est conseillé par des personnes qui ne traversent pas la même chose ou qui n'ont pas la même expérience, mais qui ont un avis. Et c'est sans jugement aucun. Chaque personne, c'est normal, on a tous un avis sur une situation. Mais quand tu vis la chose et quand tu ne la vis pas, tu peux pas avoir le même avis. Donc, je pense que c'est important de pouvoir aller chercher les informations aux bons endroits pour savoir comment réagir, quoi faire. C'est des démarches qui sont longues, je trouve. Et c'est épuisant pour le corps, mais ça l'est encore plus pour le mental. Donc, sincèrement, je recommande de pouvoir bien s'entourer. Moi, je sais que pour ma première tentative, j'avais une naturopathe. J'ai été chez l'acupuncteur. J'ai essayé de mettre toutes les conditions pour que mon corps, mon esprit soient alignés et pour que je sois dans l'ouverture pour accueillir cet enfant. Et puis, je sais pas si c'est ce qui a fait que ça a fonctionné ou pas, je ne saurais jamais. Mais en tout cas, ça m'a apaisée. Au moment où je l'ai fait, ça m'a permis d'avoir l'impression d'être actrice, si tu veux, de ce que je vis, puisque le parcours PMA, tu es totalement dépossédée en fait de ta grossesse, de ton corps, de ce que tu dois faire. Tout est millimétré, tout est calculé. Donc, c'était des petits moments comme ça qui m'ont permis de pouvoir me réapproprier un petit peu plus ce que je vivais et de me sentir plus à l'initiative de mon corps, de ma grossesse, de ma maternité. Et voilà. Eh ben, merci Sylvia. Avec grand plaisir. Merci de ce partage. Et c'était très captivant de t'écouter. Merci pour cette belle histoire. Merci pour cette belle histoire et merci pour toutes les personnes qui vont t'écouter et qui vont se retrouver en toi. C'est gentil. Et si je peux en tout cas aider, je reste disponible. S'il y a des personnes qui souhaitent échanger avec moi pour comprendre un peu si Le parcours. s'il y a des gens qui sont dans la même thématique et si je peux en tout cas aider, ce serait avec plaisir. Merci beaucoup. Merci à toi.